Merci, Monsieur le Président, et notre groupe s'associe bien évidemment à l'hommage que vous avez rendu. Monsieur le Premier ministre, 17 novembre 2018, des milliers de Français manifestent. Ce mouvement social des Gilets jaunes, d'une ampleur inédite, se déclenche bien sûr suite à l'augmentation de la taxe carbone qui renchérit fortement le carburant à la pompe. On connaît la suite. Hier, les Français apprennent que le prix du gaz va de nouveau augmenter de 12,6 % au 1er octobre, soit depuis 2 ans une hausse record de près de 58 %. À cette hausse du gaz vient s'ajouter la hausse du prix de l'électricité et des carburants. Cette situation n'est pas nouvelle, mais elle s'aggrave depuis quelques mois avec la reprise des économies mondiales. Il y a désormais urgence à agir car les Français vont voir leur pouvoir d'achat fortement s'éroder avec le coût croissant des énergies, en particulier les plus précaires, mais aussi les classes populaires, les classes moyennes qui vont éprouver les plus grandes difficultés à se chauffer et se déplacer cet hiver. Dans le budget que vous nous avez proposé mercredi dernier, il n'y a aucune mesure pour soutenir les ménages. Hier, le président de la République a annoncé en grande pompe la défiscalisation des pourboires. Mais ce ne sont pas des pourboires supplémentaires dont ont besoin les Français, c'est plus de salaire. D'année en année, pour une grande partie de la population, il devient difficile de vivre de son salaire. C'est d'autant plus vrai lorsque la part du budget consacrée au logement, au chauffage, aux déplacements augmente terriblement. La colère gronde, le feu couve et il est de votre responsabilité, Monsieur le Premier ministre, de l'éteindre avant qu'il ne se propage au pays. Alors, que comptez-vous faire, Monsieur le Premier ministre, pour que tous les Français puissent se chauffer correctement, quel que soit l'endroit où ils résident? Et que comptez-vous faire pour ceux qui n'ont d'autre choix que d'utiliser leur véhicule pour aller travailler? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du logement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Pires Beaune. Vous avez parlé de la crise des Gilets jaunes et à la fin de la crise des Gilets jaunes, le gouvernement a pris de nombreuses mesures d'augmentation du pouvoir d'achat. J'en citerai une seule, l'augmentation de la prime d'activité, dont le montant a doublé en volume, de passer de 5 milliards à 10 milliards d'euros, ce qui correspond à plus de 100 € de pouvoir d'achat par mois. Vous avez parlé du pouvoir d'achat. Nous sommes un des rares pays du monde dans lequel le pouvoir d'achat n'a pas reculé pendant la crise Covid. Le pouvoir d'achat a continué à augmenter cette année. Notre hypothèse d'augmentation de pouvoir d'achat est significative. L'année prochaine, nous avons préservé le pouvoir d'achat des Français. Bien sûr, nous devons faire la transition écologique. Et cette transition écologique, elle nécessite d'améliorer les modes de chauffage pour le pouvoir d'achat comme pour la planète. Pour le pouvoir d'achat, nous le faisons, je le disais tout à l'heure, avec le chèque énergie, dont le montant augmente de 100 € pour 5,8 millions de ménages d'ici à la fin de l'année. Et pour la transformation énergétique, c'est aussi d'abord continuer à répondre à la crise du logement. Monsieur le Premier ministre était avec moi ce matin au congrès des HLM à l'USH. Nous soutenons la construction de logements sociaux. Ça, c'est une réponse concrète aux besoins de logement à prix modéré. Nous continuerons la rénovation énergétique des logements dans le parc privé, dans le parc social. La loi climat et résilience va nous permettre d'avancer avec mon accompagnateur Rénov', avec le financement du reste à charge pour les plus modestes. Tout ceci, c'est concret et c'est comme ceci que nous ferons la transition écologique. Nous la ferons avec volontarisme, mais nous la ferons en accompagnant les plus modestes. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Quand vous êtes chômeur, votre pouvoir d'achat va diminuer avec votre réforme. Quand vous êtes aide ménagère, votre pouvoir d'achat va diminuer tout simplement parce que les salaires stagnent depuis des années. Merci, Monsieur le Président. Les assises de la santé mentale et de la psychiatrie qui se poursuivent aujourd'hui sont présentées comme un moment historique du débat national. Nous saluons cette initiative qui devra se traduire par des actions concrètes. On ne va pas dans le mur, nous sommes déjà dedans, nous disent des pédopsychiatres dans une excellente tribune parue dernièrement. Parce que oui, mais peu importe, Monsieur le Premier ministre, parce que oui, la psychiatrie est véritablement le parent très pauvre d'une médecine qui connaît ses déserts médicaux. La France forme 20 fois moins de psychiatres qu'il y a 15 ans. La spécialité n'attire plus les internes et la répartition sur le territoire fait que des départements sont quasiment privés de ces spécialistes. Alors que nous examinons au Parlement un projet de loi sur l'irresponsabilité pénale en réponse à une émotion forte et une attente légitime de la société,
Nous ne pouvons que regretter qu'aucune place n'ait été faite dans ces assises pour traiter de la question de l'expertise psychiatrique, du nombre de places dans les unités pour malades difficiles et de la capacité à garantir des soins sur une longue durée. Pourtant, l'approche interministérielle justice-santé est essentielle. Nous espérons que les États généraux de la justice traiteront de ce sujet à l'automne. Mais s'agissant de la santé mentale en général, la pénurie de psychiatres, de psychologues, d'infirmières spécialisées et autres professionnels, et je veux bien admettre, Monsieur le Premier ministre, que ça ne date pas d'hier, la difficile organisation et lisibilité des soins pèsent sur la prévention et l'accompagnement dont devraient bénéficier dans la proximité les enfants, les adultes, les familles. Les manques sont immenses. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner les premières mesures concrètes qui viendront en conclusion de ces assises? Je vous remercie. Merci, madame la députée. La parole est à madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Cécile Untermaier. En ce moment même se déroule la deuxième journée des assises de la santé mentale et de la psychiatrie, dont l'organisation avait été annoncée par le Président de la République. Dans le contexte sanitaire actuel, qui met à rude épreuve l'ensemble de la société depuis plus de 18 mois, professionnels, patients, familles et citoyens avaient besoin de s'informer, de débattre des sujets de santé mentale et de psychiatrie et de leurs grandes orientations. Si la crise sanitaire a davantage mis en exergue l'enjeu majeur de la psychiatrie et de la santé mentale pour la société, notre mobilisation pour renforcer la psychiatrie est antérieure. Des avancées ont été actées avec la campagne « En parler, c'est déjà se soigner » qui vise à diminuer la stigmatisation des personnes souffrant de troubles et faciliter ainsi le recours aux soins. Les expérimentations « Écoute-moi »,« Psy enfant ado »,« Santé psy étudiant » portent leurs fruits. Au-delà de ces mesures, nous avons soutenu financièrement les établissements psychiatriques. 110 millions d'euros de crédits pérennes supplémentaires ont été délégués aux établissements de psychiatrie publique pour une dotation annuelle de financement en 2020 et en 2021. C'est une priorité définie dans la feuille de route de la psychiatrie. Les appels à projets nationaux aussi mis en place depuis 2019 concernant le fonds d'innovation en psychiatrie et pédopsychiatrie ont été reconduits en 2020-2021 pour renforcer l'offre. Ils ont permis notamment la création de lits dans les territoires les plus dépourvus, en particulier pour proposer des conditions adaptées à l'hospitalisation des mineurs. Le Ségur de la santé renforce les centres médico-psychologiques, les CMP, les maisons de santé pluridisciplinaires en psychologue, la revalorisation salariale aussi et l'exercice mixte en ville à l'hôpital contribueront à l'attractivité de cet exercice pour les psychiatres. Le Président de la République viendra clôturer ces assises dans un moment en renforçant notre ambition collective sur ce secteur clé. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite en effet, Monsieur le Président, interroger Monsieur le Premier ministre sur un accord qui serait prêt à être signé entre l'Union européenne et le Qatar à l'initiative de la France, un accord dit à ciel ouvert, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Je crois que vous le savez et vous en avez connaissance. Un accord dont on ne parle peu et qui est signé ou qui est négocié en catimini. Qu'en est-il de cet accord ? C'est un accord qui prévoit, par exemple, sur le trafic passager, que, alors qu'il y a aujourd'hui 42 fréquences de vol par an accordées à Qatar Airways, avec cet accord, plus aucune restriction en termes de capacité ou de nombre de vols. Pour le trafic fret, c'est pire encore. Cet accord donne la possibilité à Qatar Airways de rallier sans limite l'Union européenne et des pays tiers. Paris-Doha, bien sûr, mais aussi Paris-Chicago, Berlin-Pékin. Les 6 avions cargo d'Air France auront du mal à rivaliser avec les 28 de Qatar Airways. Nos compagnies sont déjà en sous-capacité et vous offrez à Qatar Airways des avantages exorbitants alors qu'elle ne paye pas son carburant et ne respecte pas le droit de ses salariés. Pitoyable contrepartie demandée par Bruxelles, un rapport financier et un audit externe une fois par an. Je voudrais rappeler à notre Assemblée que le Qatar est une dictature qui maintient en esclavage plus de 2 millions de travailleurs migrants, qui méprise le droit des femmes et subventionne des groupes terroristes. 6 500 personnes sont mortes sur les chantiers de la Coupe du Monde. Nicolas Sarkozy a déjà accordé au Qatar une fiscalité avantageuse. Cela suffit. Il en va de nos compagnies aériennes, mais aussi de notre dignité. Alors, Monsieur le Premier ministre, oui ou non, allez-vous vous opposer à cet accord ?
Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. David Habib, je serai assez bref sur votre réponse parce que les discussions en cours entre le Qatar et l'Union européenne sur le projet dit à ciel ouvert sont loin d'être abouties. Alors vous en savez certainement plus que moi, mais ayant rencontré récemment le président de Qatar Airways, lui-même n'en savait pas beaucoup plus. Donc il faut laisser la discussion se poursuivre et faire en sorte que nos propres intérêts soient respectés dans cette affaire. Et croyez bien que nous y veillerons. Deuxièmement, monsieur David Habib, vous avez porté un jugement sur le fonctionnement de ce pays. Je respecte ce jugement. J'imagine que les autorités qatariennes pourront l'entendre. Nous avons parfois fait des observations significatives, en particulier au non-respect du droit du travail au Qatar. Je voudrais simplement faire remarquer que dans les situations actuelles, c'est le Qatar qui nous a permis de rapatrier beaucoup de Français en provenance d'Afghanistan. Je les ai remerciés, je les remercie encore ici, parce que sinon, ces Afghanes et ces Afghans ne seraient pas aujourd'hui ni en vie, ni en situation de pouvoir respirer. Je rappelle aussi à M. Habib que lors de début de la crise sanitaire, ce sont les Qataris qui nous ont permis de rapatrier beaucoup de Français du monde entier pour rejoindre le territoire national alors qu'ils étaient en grande difficulté. Donc il faut tout dire quand on parle du Qatar, être très sévère sur certains points et respecter ce qu'ils font sur d'autres. Monsieur le député. Merci, monsieur le président. Je pense que la lecture de la tribune, monsieur le ministre, vous éclairera davantage peut-être que les fiches de votre cabinet. Par ailleurs, je rappelle par ailleurs que le président de la République avait dit en 2017 « Nous serons toujours du côté des droits de l'homme ». C'était en 2017, il y a longtemps. Merci, monsieur le député. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, le prix du gaz va bondir de 12,5% ce vendredi à l'approche de la saison hivernale. Une augmentation qui, selon la Commission de régulation de l'énergie, perdurera jusqu'au printemps prochain et qui représente une dépense supplémentaire de 600 € par foyer sur l'année. Sans compter l'augmentation parallèle du prix de l'électricité que les associations de consommateurs estiment à environ 10%. Le renflouement du chèque énergie de 100 € est une bonne nouvelle, sachant que nous la demandons chaque année depuis 2019. Néanmoins, il est urgent de trouver de nouveaux outils de régulation du prix de l'énergie. Par le biais de la TVA, toujours à 20% sur le gaz et l'électricité, les recettes de l'État vont progresser. La baisse, même temporaire, du taux de TVA est une piste parmi d'autres pour venir en soutien aux Français qui voient leur pouvoir d'achat mis à mal. En Italie et en Espagne, les gouvernements ont déjà baissé les taxes pour amortir les effets sur les ménages. Il s'agit là de dépenses contraintes, incompressibles et de première nécessité pour l'ensemble des ménages. Si rien n'est fait, la précarité énergétique, qui touche déjà 7 millions de nos concitoyens, explosera et aggravera encore la paupérisation massive mise en évidence dans un récent rapport de l'Insee. Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé des mesures supplémentaires dans les tout prochains jours. Pouvez-vous aujourd'hui rassurer les Français en présentant les options qui sont sur votre table en vue du débat budgétaire au Parlement ? Qu'allez-vous faire concrètement et dès maintenant pour aider les Français qui ne pourront pas faire face ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État chargée de la biodiversité, Madame Abba. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Bigot, vous l'avez dit, oui, effectivement, nous connaissons une forte hausse du prix de l'énergie, une hausse qui repose pour beaucoup sur celle du prix du gaz dans un contexte de reprise économique mondiale, avec donc une augmentation de la demande et parallèlement une réduction des productions russes et norvégiennes. Or, la France, vous le savez, importe 99% du gaz naturel qu'elle consomme. Ces évolutions des marchés internationaux, elles ont donc des conséquences sur les tarifs de cette vente de gaz et elles impactent directement 2,8 millions de ménages avec des conséquences sur les tarifs réglementés, alors même que face à cette situation due à des facteurs extérieurs, on le redit, les Français sont protégés de ces variations par l'Arenh et les tarifs réglementés qui atténuent fortement cette hausse. Cependant, il faut que nous allions plus loin
et il faut effectivement que nous agissions plus avant dans ce contexte. Nous agissons en déployant et en renforçant, vous le savez, le chèque énergie, un chèque qui a bénéficié à près de 6 millions de foyers, avec un montant moyen l'an passé de 150 €, qui pouvait monter jusqu'à 277 € et qui sera renforcé dans ce contexte exceptionnel par un chèque exceptionnel de 100 € qui sera versé directement dans les boîtes aux lettres de ces 6 millions de bénéficiaires avant la fin de l'année. Ces chèques énergie, ils se renouvelleront en 2022 en étant envoyés directement dans les boîtes aux lettres des Français en mars. Avec également la prime Rénov' qui doit permettre aux Français, par des aides à la rénovation énergétique, à la fois de réduire nos consommations énergétiques, mais aussi de faire baisser leurs factures. Et nous avons dans ce cadre une urgence à mettre en place effectivement des dispositifs de plus court terme en relais de ces dispositifs de moyen et long terme. Le Premier ministre a donc pu le rappeler hier, nous travaillons et nous souhaitons vous proposer des dispositifs qui permettent de faire face à cette situation exceptionnelle. Je vous remercie. Monsieur Bigot. Oui, j'entends bien votre réponse, Madame la Ministre. MaPrimeRénov' est une opération à moyen et long terme. Ce que les Français attendent, ce sont des mesures immédiates. Je vous en ai proposé quelques-unes, la baisse de la TVA. D'autres mesures de cette nature doivent pouvoir répondre au pouvoir d'achat des Français qui risque d'être très mis à mal par la situation actuelle. Il faut d'urgence intervenir sur des mesures rapides et immédiates sur ce sujet. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, la Journée internationale pour le droit à l'avortement qui s'est déroulée hier a été l'occasion de rappeler combien cette liberté fondamentale pour les femmes était loin d'être une réalité, tant les inégalités territoriales dans l'accès à l'IVG persistent en France. Nous le savons tous et toutes, le droit pour chaque femme de disposer de son corps reste précaire et fragile, en France, en Europe et dans le monde. En France, c'est la question de l'allongement des délais de 12 à 14 semaines qui reste posée, alors même qu'un texte a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale et soumis au débat au Sénat. Pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le Premier ministre, quelles sont les intentions du gouvernement en la matière ? Comptez-vous inscrire ce sujet à l'agenda parlementaire avant la fin du quinquennat ? Par ailleurs, partout dans le monde et singulièrement dans certains pays de l'Union européenne, l'avortement est pénalisé et l'accès à l'IVG est régulièrement entravé. Pouvez-vous nous éclairer sur les intentions de la France à l'occasion de la présidence française du Conseil de l'Union européenne ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles, Monsieur Taquet. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bourgi. Vous l'avez rappelé, hier, c'était la Journée mondiale du droit à l'avortement, et que ça soit l'occasion à mon tour de réaffirmer à cette occasion l'engagement collectif du gouvernement, de la majorité et de l'ensemble des personnes sur ces bancs à toujours défendre ce droit, vous l'avez rappelé, droit qui est encore bafoué dans un certain nombre de pays proches de nous. Ce droit, c'est évidemment l'affirmation résolue du droit des femmes à disposer de leur corps. C'est un élément structurant de l'égalité entre les femmes et les hommes, et il faut le défendre sans relâche. Jamais rien n'est acquis en la matière. Alors, vous avez évoqué l'extension du délai légal de 12 à 14 semaines de grossesse, qui est une question majeure, évidemment, pour les femmes qui sont confrontées à une demande d'IVG tardive, et qui ne résume pas, vous le savez, vous l'avez d'ailleurs évoqué dans votre question, à la question cruciale dans notre pays de l'accès à l'IVG. Vous vous rappelez qu'en octobre dernier, à l'occasion d'un débat parlementaire sur le sujet, le ministre Olivier Véran avait saisi le Conseil consultatif national d'éthique, qui a pu rappeler dans son avis l'importance des mesures de protection, de prévention et d'accompagnement des femmes. Il a également statué, considéré qu'il n'y avait pas d'objection éthique à allonger le délai d'accès à l'IVG de 2 semaines. Et la position du ministre Olivier Véran, Madame la sénatrice, du gouvernement à ce sujet a toujours été une position d'humilité face à parfois la véhémence de certains commentaires ou débats, ce qui n'était pas votre cas, monsieur le sénateur. Nous avons préféré le sérieux des travaux de fond pour identifier précisément les besoins et les barrières à l'accès de l'IVG d'un certain nombre de femmes. Ça a été un sujet crucial pendant la crise sanitaire, évidemment, et vous le savez, nous avons pris un certain nombre de mesures pour s'assurer que les femmes auront accès à l'IVG en cette période-là. Et depuis, plus globalement, nous avons mis en œuvre un certain nombre de mesures pour renforcer ce droit en permettant la réalisation des IVG instrumentales en centre de santé, en expérimentant la pratique d'IVG instrumentale par des sages-femmes
en milieu hospitalier, en appliquant le tiers payant intégral obligatoire aux frais liés aux IVG. Et enfin, Monsieur le Président, je conclus en pérennisant prochainement l'allongement des délais de réalisation des IVG médicamenteuses en ville de 5 à 7 semaines de grossesse. Je vous le redis encore, tout l'engagement du gouvernement à garantir que le droit à l'avortement et son accès soient garantis pour toutes les femmes. Monsieur Bourgi. Monsieur le ministre, je prends acte des éléments de réponse que vous nous avez apportés qui ne me satisfont pas tout à fait. Vous avez fini par me convaincre de la véracité de propos qu'a tenus une députée de votre majorité présidentielle hier dans un grand quotidien, Libération. Je la cite : « Sur ce sujet, le Premier ministre s'en fout, le Président de la République n'a jamais été fan de ces questions et Castaner n'a jamais poussé. » Voilà ce qu'une de vos députées a déclaré hier sous couvert de l'anonymat dans Libération. Alors, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, puisque vous êtes ici, que vous écoutez mon intervention, je vais vous dire que ce sujet est certes complexe, il est certes clivant. En d'autres temps, des ministres qui siégeaient à votre place ont fait preuve de courage politique, que ce soit Mme Simone Veil, que ce soit Mme Yvette Roudy et bien d'autres. Je souhaite que ces femmes-là vous inspirent et vous guident à l'avenir afin que le courage politique soit au rendez-vous. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la secrétaire chargée des personnes handicapées, ou plutôt au ministre des Comptes publics, tant il est évident que ce gouvernement répond à la préoccupation des personnes en situation de handicap de manière budgétaire, logique comptable. Je veux évoquer ici, Madame la ministre, le mode de calcul de l'allocation adulte handicapé pour les personnes vivant en couple. 903 € par mois, c'est bien souvent le seul revenu que perçoivent ces 1 200 000 allocataires vivant seuls dans 7 à 8 cas sur 10. Pour les autres, en couple, le montant de l'allocation dépend des revenus dus ou de la partenaire. Les personnes concernées et les associations du secteur du handicap ont longtemps dénoncé ce calcul différentiel. L'hiver dernier, l'Assemblée nationale a adopté contre toute attente une proposition de loi qui individualise l'allocation adulte handicapé. Un progrès engagé, et ce malgré l'avis contre du gouvernement. Il y a quelques mois, le Sénat, ici, a également voté pour la déconjugalisation. Nos raisons sont simples. C'est une entrave à l'autonomie financière pour les personnes qui subissent déjà des entraves à leur autonomie. C'est une assignation à dépendre économiquement du conjoint. Et cette conjugalisation de l'AAH est perfide pour les femmes, puisqu'elle enferme les femmes handicapées dans leur foyer, où elles risquent 2 à 6 fois plus que les femmes valides de subir des violences sexuelles. Pourtant, en juin, l'Assemblée a instauré un mécanisme d'abattement forfaitaire sur les revenus du conjoint pris en compte. Le projet de loi de finances pour 2022, dévoilé la semaine dernière, a précisé les modalités de cet abattement. Loin de simplifier le calcul, il complexifie encore la AAH. Madame la ministre, quand allez-vous mettre enfin en place ce qu'attendent depuis très longtemps les personnes handicapées ? Pour vous répondre, je donne la parole à la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. L'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap est une priorité du gouvernement. Permettez-moi de rappeler les droits que nous avons ouverts : droit de vote, droit de parentalité, droit au logement, droit à vie. Alors oui, en effet, je n'ai pas souscrit à la mesure de déconjugalisation, car l'AAH est une aide sociale, construite comme tous les autres minima sociaux. Et si vous ne le croyez pas, pourquoi ne l'avez-vous pas fait quand vous étiez à ce moment-là aux manettes au gouvernement ? Il est donc normal de prendre en compte les revenus du conjoint. La déconjugalisation aurait eu pour effet de favoriser les couples plus aisés. Cela aussi, c'est contraire à vos valeurs, me semble-t-il, et de créer ainsi une exception pour les personnes en situation de handicap. Je rappelle que nous avons augmenté l'AAH de 100 € depuis 2017, c'est-à-dire porté à 900 € pour plus de 1,2 million de personnes en situation de handicap. Et plus besoin de repasser par la MDPH parce que maintenant ce sont des droits à vie. Nous sommes le premier gouvernement à l'avoir fait. Alors j'ai entendu les personnes en situation de handicap. Je les ai entendues et concrètement, j'ai porté un amendement qui est redistributif beaucoup plus que le calcul actuel.
Ces 5 000 euros d'abattement qui vont permettre à quoi? Tout simplement à plus de 120 000 ménages qui verront ainsi leur AAH augmenter pour un gain moyen de 110 euros par mois, pouvant aller jusqu'à 186 euros. Et cette réforme ne fera aucun perdant. Alors que ce que vous proposiez, c'était 44 000 ménages qui travaillent, qui auraient perdu. Alors non, madame la sénatrice, nous avons pris cet engagement. Eh bien, il est inscrit. Il est inscrit tout simplement dans l'article 43 parce que nous voulons des droits réels qui puissent s'appliquer dès le 1er janvier 2022. C'est comme ça que nous travaillons. Alors, si vous voulez vraiment la déconjugalisation et l'individualisation, ne faites pas des personnes handicapées des citoyens à part et travaillons sur l'ensemble de l'individualisation. Pourquoi pas ?